Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal de 19h sur Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Et d'abord, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, la libération des journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier et de leurs 3 accompagnateurs afghans après 18 mois de captivité. Ils seront en France dès demain, ils sont en très bonne santé, nous dit-on, sur notre plateau, notamment tout à l'heure. Jocelyn Drouhan, le président de la Commission des Affaires étrangères, qui rentre d'Afghanistan. Le remaniement dans la foulée de la nomination de Christine Lagarde au FMI, François Baroin obtient finalement le ministère de l'économie après un âpre duel avec Bruno Le Maire et des entrées, nous le verrons, pour isoler un peu plus Jean-Louis Borloo. Eva Joly crée la surprise en approchant 50% des voix lors de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Elle manque la nomination au premier tour d'une 60aine de voix. C'est merveilleux, disent leurs familles. On est passé des larmes au rire, se réjouissent les membres de leur comité de soutien qui organisaient justement un rassemblement à Paris lorsque l'annonce a été faite. Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière arriveront demain matin à l'aéroport militaire de Villacoublay. Ils arrivent donc à la fin d'une longue prise d'otage aux mains des talibans. Delphine Girard. 15h40, Bernard Accoyer interrompt la séance des questions d'actualité. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier seraient libérés. À cette annonce, députés et ministres sont debout pour saluer la libération de Stéphane Taponnier et d'Hervé Guéquière. Devant Beaubourg, à Paris, c'est l'explosion de joie. À l'appel de Reporters sans frontières, le comité de soutien aux otages s'était réuni aujourd'hui après 18 mois de captivité. On est tous en train d'enlever nos bracelets, on va les enlever les uns après les autres, c'est incroyable, c'est merveilleux, on n'a qu'une envie maintenant, c'est de les serrer dans nos bras, de les embrasser. Ça reste là pour l'instant, mais demain ce sera mieux. Depuis le 30 décembre 2009, les 2 Français étaient aux mains des talibans. Ils avaient été enlevés alors qu'ils travaillaient pour le magazine Pièces à conviction de France 3. Les 2 journalistes en très bonne santé sont actuellement à l'ambassade de France à Kaboul. Ils arriveront demain matin à 8h à l'aéroport de Villacoublay. Et sur le dénouement de cette prise d'otage, l'information, il y a un instant, du ministre des Affaires étrangères. La France ne paye pas de rançon, déclare Alain Juppé. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, a dit la même chose. Il était au Sénat tout à l'heure. Il est interrogé par Sandra Cerquera. La mort d'Oussama Ben Laden, je l'avais dit en son temps, a créé un point d'interrogation. Certains, chez les responsables politiques talibans, ont perdu leur autorité, ont perdu leur influence, et ceux qui s'étaient accaparés des otages sur le terrain attendaient des ordres de libération. Et ces ordres de libération sont venus parce que peut-être au-dessus, on y croit moins et on se dit que c'est peut-être le moment de tourner la page. D'autres réactions politiques maintenant, l'expression bien sûr d'une grande joie et d'un immense soulagement à droite et à gauche. Ça fait partie de ces moments où l'Assemblée nationale, sur tous les bancs, est capable de se retrouver, et tous les Français, je pense qu'on peut tous se réjouir, tout en n'oubliant pas tous ceux qui aujourd'hui encore sont retenus dans des situations difficiles. Mais c'était un vrai moment de bonheur d'apprendre cette libération. Ils ont vécu trop de temps retenus en otage, et donc c'est plutôt pour nous un moment oui, de soulagement et aussi de satisfaction de voir que nous avons enfin cette nouvelle. Nous savions que les choses avançaient, mais aujourd'hui nous avons confirmation, nous en sommes vraiment très heureux. Formidable, on a un débat sur l'Afghanistan en ce moment ici à la Commission des Affaires étrangères et on vient d'entendre la libération. C'est dommage qu'on n'ait pas fait ce débat plus tôt, on aurait eu une libération plus tôt. C'est un énorme soulagement, une satisfaction que de les voir libérés. Je veux féliciter tous ceux qui ont contribué à cette situation, à ce soulagement, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des administrations, que ce soit au niveau des services. Quand il s'agit de la vie d'otages, quand il s'agit de la vie de nos concitoyens qui sont détenus loin, il y en a encore, il n'y a aucun clivage politique qui peut valoir.
Voilà, ces 18 mois de détention auront été marqués par des espoirs de libération, il faut le dire, plusieurs fois démentis. L'idée d'un assaut fut même écartée, avait-on appris, en raison des risques. Pourtant, les 2 journalistes de France 3 avaient été localisés, on le sait, par les services spéciaux. Élisée Cardi. C'est fin décembre 2009 que 2 journalistes de France 3, partis réaliser un reportage pour l'émission Pièce à conviction, sont enlevés avec leurs 3 accompagnateurs afghans au nord-est de Kaboul, dans la province de Kapisa, par des talibans. Et alors que les premiers contacts avec les ravisseurs démarrent pour les agents du Quai d'Orsay, à la mi-janvier, Claude Guéant lance une polémique en évoquant une imprudence coupable de la part des reporters, au vu des risques que courent les militaires chargés de les retrouver. Quelques semaines plus tard, c'est le chef d'état-major des armées qui dénonce, lui, le coût des recherches pour la France. Mais en avril 2010, un premier espoir, une preuve de vie publique au travers d'une vidéo dans laquelle les journalistes relaient les exigences des talibans. Leurs identités sont alors révélées. Dès lors, dans toute la France, rassemblements et manifestations de soutien se multiplient avec un seul mot d'ordre, surtout ne pas oublier Stéphane et Hervé. Le 25 octobre 2010, le cap des 300 jours de captivité est passé, mais les signes sont encourageants, notamment avec l'envoi d'une nouvelle vidéo en décembre. Peu avant Noël, Michel Alliot-Marie entretient l'espoir. Nous espérons effectivement que les démarches qui ont été entreprises, notamment par le gouvernement afghan, permettront leur libération dans de très brefs délais. Il y a quelques semaines, c'était les 500 jours de détention. Aujourd'hui, après 547 jours de captivité, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont enfin libres. Ils devraient toucher le sol français demain à Villacoublay. Voilà, on reparle de cette libération dans un instant avec nos invités, donc Jocelyne Drouin, Dominique Gerbeau, le président de Reporters sans frontières, qui était à Kaboul il y a 3 jours encore, avec également Fabrice Cunet de Public Sénat, qui rentre également d'Afghanistan. Un second tour nécessaire pour désigner le candidat qui portera les couleurs d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, mais Eva Joly a créé la surprise, elle devance Nicolas Hulot et elle rate de très peu la majorité absolue. Jérôme Rabier. Nicolas Hulot a obtenu 10 163 voix, soit 40,22%. Eva Joly a obtenu 12 571 voix, soit 49,75%. À 64 voix près, Eva Joly rate le hold-up parfait et une victoire au premier tour. Mais avec un tel résultat, la députée européenne crée tout de même une belle surprise face au candidat présentateur Nicolas Hulot. Une vraie satisfaction pour son clan. Il n'y a pas de victoire. Eva Joly sort en tête au premier tour. Maintenant, c'est une nouvelle élection qui commence. C'est le second tour de la primaire. Et donc, tout le travail des 10 jours qui viennent, ça va être de mobiliser évidemment ceux qui ont déjà voté pour Eva Joly, mais ceux qui sont abstenus ou ceux qui ont voté pour d'autres candidats. Dans le camp Hulot, pourtant jusque-là favori des sondages, si le coup est rude, il n'est pas question d'abandonner. Ça n'est pas perdu pour Nicolas Hulot, il y a un second tour. Il n'a pas eu le temps de mener campagne parce que la campagne était trop courte pour lui. Eva, ça fait 1 an qu'elle mène campagne, lui ça fait 2 mois et demi. Eh bien espérons que ces quelques jours supplémentaires pourront changer le résultat. Une nouvelle campagne démarre donc avec un débat dès demain soir entre les 2 qualifiés. Les militants peuvent désormais voter jusqu'au 7 juillet. Le résultat définitif ne sera lui connu que le 12. Et la dernière séance des questions au gouvernement pour Christine Lagarde, la ministre de l'économie, a eu droit à une standing ovation de la part des élus UMP, l'occasion pour elle d'affirmer la philosophie économique qui la suivra au FMI à Washington. Libérée, libérale, mais tempérée par des organismes qui permettent d'assurer le respect de la règle et d'éviter les abus et les excès. Je poursuivrai dans le cadre des fonctions qui seront les miennes. Je poursuivrai cette voie attentive aux plus faibles, attentive aux plus démunis aussi, quelles que soient les circonstances et quels que soient les territoires géographiques, comme mon prédécesseur l'avait engagé dans le cadre des réformes qu'il avait faites. Christine Lagarde qui laisse finalement donc sa place à François Baroin, lequel est remplacé au budget par Valérie Pécresse, qui devient également porte-parole du gouvernement. Voilà, on fait le tour complet de ce remaniement, qui voit également l'entrée de David Douillet comme secrétaire d'État auprès d'Alain Juppé en charge des Français de l'étranger. Margot Brio. La bataille en sourdine aura duré toute la journée entre Bruno Le Maire et François Baroin, tous 2 premiers au poste de ministre de l'économie, laissés vacants par Christine Lagarde. C'est donc François Baroin, ancien poulain de Jacques Chirac, converti au sarkozysme, qui emporte Bercy.
Bruno Le Maire, lui, a refusé la 2e place au ministère du Budget et reste donc à l'agriculture. C'est Valérie Pécresse qui formera le duo de Bercy avec François Baroin et laisse donc l'enseignement supérieur à Laurent Wauquiez. Ce remaniement est aussi l'occasion de faire rentrer 2 centristes de poids, François Sauvadet, le président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, et Jean Leonetti, député radical proche de Jean-Louis Borloo. Autre entrée remarquée, celle de David Douillet qui poursuit son ascension. L'ancien champion de judo sera chargé des Français de l'étranger, un poste qui devrait trouver une actualité avec la création aux prochaines législatives de députés des Français vivant hors de France. Avec nous, Michael Zamès. Bonsoir, Michael. Alors, un premier commentaire sur la dimension politique de ce remaniement, marqué, on l'a vu, par une volonté de faire de la place à la famille centriste et radicale qui pourrait être tentée par Jean-Louis Borloo. C'est vrai que Nicolas Sarkozy aurait pu garder dans sa manche ce fameux joker du remaniement encore quelques temps, mais voilà, Christine Lagarde a été nommée au FMI et tout a changé. 2 explications. D'abord, il fallait sûrement corriger un petit peu le dernier remaniement. Les sensibilités, les différentes familles de la majorité n'étaient pas contentes et donc il fallait faire de la place aux centristes et aux libéraux. C'est chose faite. Pour les centristes qui rentrent, c'est aussi un signal lancé aux troupes qui suivent Jean-Louis Borloo. Attention messieurs, vous faites partie de la majorité, ne tapez pas donc trop fort. Nicolas Sarkozy, qui ne veut pas de cette candidature de Jean-Louis Borloo, a voulu donc couper l'élan de Jean-Louis Borloo. C'est le cas d'abord de Jean Leonetti, l'un des partisans du Parti radical, mais qui était en total désaccord avec la stratégie de Jean-Louis Borloo. Il se voilà donc remercié. Pareil pour François Sauvadet, qui lui fait partie de cette alliance, le Rassemblement des centres. Le chef de l'État lui avait promis 100 fois un ministère. Le voilà donc récompensé lui aussi. En tout cas, dans la vie de Jean-Louis Borloo, ça n'a pas fait vraiment réagir. Mais il y a aussi, Michel, une autre explication à ce remaniement. En quelques mots, elle est purement stratégique et concerne le principal adversaire de Nicolas Sarkozy pour les futures élections présidentielles. C'est bien sûr le Parti socialiste. Mardi, Martine Aubry a annoncé sa candidature. Il fallait donc occuper l'espace médiatique et étouffer cette annonce. Une conférence de presse sur le grand emprunt le lundi, une victoire diplomatique le mardi avec donc Christine Lagarde et un remaniement le mercredi chez les militaires. Il y a une expression pour cela, c'est mission accomplie. Voilà la réaction tout à l'heure de Pierre Moscovici lors de l'émission Preuve par 3 sur notre antenne sur le forcing donc de François Baroin pour Bercy, alors que Bruno Le Maire, semble-t-il, a été choisi le temps de quelques heures. On écoute le député socialiste. Tout ça a un parfum de tambouille électoraliste absolument invraisemblable. Semble-t-il, on a vécu un psychodrame. Et c'est quand même incroyable qu'un ministre important, j'ai de l'estime pour François Baroin, soit capable de s'imposer au président de la République qui en aurait voulu un autre. On a assisté à des scènes incroyables. Et en réalité, Nicolas Sarkozy a cédé à son clan chiracien pour des raisons qui sont des raisons électoraliste, de la même façon qu'il a voulu, pour des raisons électoralistes, affaiblir Jean-Louis Borloo en nommant M. Leonetti aux affaires européennes. Voilà, Pierre Moscovici qui par ailleurs fera connaître demain son choix pour la primaire entre François Hollande et Martine Aubry. Notons également dans l'actualité aujourd'hui de nouveaux incidents à Athènes devant le Parlement après l'adoption du nouveau plan d'austérité. Un député socialiste à l'extérieur d'ailleurs a été atteint par un jet de projectile. Tout de suite notre page spéciale otage avec nos 3 invités. Avec nous donc Jocelyn Drouin, président de la Commission des Affaires étrangères, Dominique Gerbeau, président de Reporters sans frontières, et puis Fabrice Cunet, de retour d'Afghanistan, où vous avez, Fabrice, suivi justement le travail de la Commission parlementaire en vous rendant dans cette zone justement où nos deux confrères étaient retenus en otage. Absolument, oui. Est-ce qu'on a déjà une explication en tenant compte de la géographie du terrain sur cette longue détention, 18 mois? Ouais, c'est sûr, et je pense que le président ne me contredira pas. C'est sûr que la géographie n'est pas favorable pour libérer les otages. Ce sont des montagnes à perte de vue, des vallées très très encaissées, des petits villages par-ci par-là, et surtout des vallées où on n'a encore pas complètement le contrôle. Donc c'est très difficile de savoir. J'imagine que ça a été très difficile de savoir où ils étaient exactement, et surtout qu'ils devaient se déplacer très probablement. Alors Jocelyn Drouin, cette bonne nouvelle, vous l'attendiez depuis longtemps. Je le disais, il y a eu beaucoup d'occasions manquées, semble-t-il. Alors peut-être parce qu'il est difficile d'intervenir. Il y a eu une tentative, même, paraît-il, de les libérer par la force, et que les choses sont toujours très compliquées dans ce secteur. D'abord, il faut se réjouir qu'ils soient là et en bon état, et en bonne santé.
Et je me mets à la place de leur famille, ça doit être un soulagement immense. Et quant à eux, retrouver la liberté après tant de jours de captivité, ça doit être vraiment un bonheur. Maintenant, je me réjouis qu'on n'ait pas cherché à les libérer de force parce que ça aurait pu très mal tourner. En réalité, je crois qu'ils ont été quelquefois déplacés d'un point à l'autre, toujours dans le même secteur, et aussi par des groupes qui étaient différents et qui se repassaient les otages. Ce qui explique qu'il a été très compliqué d'avoir un contact suivi et régulier avec eux. Néanmoins, il faut rendre hommage aussi à la ténacité et à la constance avec laquelle ceux qui étaient chargés de suivre ce dossier l'ont fait. Sur place, vous voulez dire, il y avait une mobilisation importante. Il y a eu une mobilisation très importante sur place. Il y a un nombre assez considérable de gens qui s'en... Enfin, considérable, important, de gens qui s'en sont occupés. Les militaires. Des gens de tous ordres. Et les services secrets, comme on dit. De tous ordres. Et c'est un aboutissement heureux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, en espérant que nous n'aurons plus de prise d'otages, parce que c'est vraiment éprouvant pour tout le monde, et surtout pour les otages. Bien sûr. Dominique Gerbaud, vous confirmez cette mobilisation. À qui, vous, en tant que président de l'RSF, vous avez envie de dire merci ce soir ? Effectivement, comme le président de Rohan, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Et soyons clairs, c'est les gens de la DGSE, les services secrets, jour et nuit, des militaires, des civils, ont négocié directement. Ce sont eux qui négociaient avec les talibans, qui ont obtenu au plus haut niveau des talibans un accord. Et ça n'a pas été sans mal. Et c'est effectivement, nous on y était, d'ailleurs on a pu croiser le président il y a quelques jours, nous étions sur place et on a pu savoir que l'accord a été obtenu, mais a été obtenu par la Choura de Quetta. La décision a été prise au Pakistan. Donc c'est pas simple pour les négociateurs français, et chapeau pour leur ténacité, comme le disait le président. Et quels sont les termes, d'après ce que vous savez, vous, de cet accord ? C'est effectivement ce qu'on ne sait pas. D'accord. De quoi parle-t-on dans ce cas-là ? Si vous voulez, même chose, quand on leur parle de une liste de prisonniers à libérer, on sait qu'elle a existé, cette liste, par exemple. On sait, par exemple, qu'il a fallu que le président Sarkozy tape du poing sur la table et exige du président Karzai qu'il mette un petit peu aussi d'huile dans les rouages pour que cette libération de prisonniers puisse se faire, cette exigence-là puisse se faire. Et il y a eu effectivement un geste du président Karzai, incontestable. Aujourd'hui d'ailleurs, les autorités françaises remercient le gouvernement afghan. Donc on aimerait comprendre ce que cela signifie effectivement. Ça signifie, si vous voulez, nous on a vu le principal conseiller de Karzai. Bon, au dernier moment on n'a pas pu voir le président, et il nous a dit qu'ils avaient fait au-delà du légal ce qu'un gouvernement pouvait faire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont libéré des prisonniers qui devaient rester théoriquement encore en prison. Voilà ce que ça veut dire. C'est le sens qu'il faut donner à ces remerciements des autorités françaises aujourd'hui. Monsieur de Rohan ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Pas de commentaire. Vous pouvez peut-être parler plus librement. Maintenant, vous avez accès à beaucoup d'informations. Ils sont libres. Oui, non, mais écoutez, sur ce point, je n'ai eu aucune information particulière. J'en sais beaucoup moins que M. Gerbaud, parce que il a eu des informations de première main que je n'ai pas eues. Alors, autre élément important, bien sûr, les autorités françaises nient le versement de rançon. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus, Dominique Gerbaud ? Aucun commentaire, parce que ça sert à rien de lancer une polémique là-dessus. On sait. Sans lancer de polémique. Oui, bien sûr, Michel, on sait bien qu'il y a toujours des discussions. On sait que la France souvent donne ou participe d'une manière ou d'une autre, mais je pense que ce serait malsain que nous, on commence à dire qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait ramener nos confrères. Il fallait que ces deux journalistes puissent continuer à travailler, à repartir en reportage, parce que ce sont des grands journalistes. Ils ont peut-être pris des risques, mais ce sont des journalistes qui méritent le respect. Et là, nous, à Reporters sans frontières, c'est ça notre job, de faire en sorte que la liberté de la presse soit défendue, et bien que ces journalistes, Guéquière et Taponnier, puissent repartir travailler. Vous dites qu'ils ont pris des risques. Jocelyn de Rohan, il y avait eu une polémique au début de la prise d'otage, notamment dans la bouche du chef de l'État, de Claude Guéant, également sur les risques qu'avaient pris ces deux journalistes et qui n'avaient pas forcément écouté les conseils et les recommandations des militaires sur place. C'est une des servitudes du métier, c'est ce qui en fait d'ailleurs la noblesse aussi. Maintenant, il est évident que
ça a suscité des interventions qui ont exposé la vie des gens qui s'y livraient. Bon, voilà. En tout cas, moi, j'ai pas de leçon de morale à donner. J'espère que... Des enseignements pour l'avenir, je ne sais pas. Oui, je souhaite, si vous voulez, qu'on fasse attention quand même, quand on se lance dans des opérations de cette nature, parce que... au-delà de sa propre vie ou au-delà de sa propre quête, il y a aussi celle des autres. Et c'est ça qu'il faut voir. Dominique Jarbeau, sur ce point. Sur ce point, moi, si vous voulez, moi j'aime bien l'expression... Un journaliste n'est pas seul, il n'engage pas que sa propre vie sur le terrain. Le journaliste, il va, c'est pas pour se faire plaisir qu'il va là-bas. C'est aussi pour informer, c'est aussi pour dire à la nation française quel était le rôle de l'armée française. Alors peut-être qu'ils sont allés au-delà du discours de l'ambassade, au-delà du discours des militaires, mais c'était leur job. Et moi j'aime bien l'expression de l'ambassadeur qu'on a vu, qui ont dit, ils ont peut-être pris des risques. Mais on ne va pas, nous, maintenant, leur reprocher. Ils ont suffisamment payé avec 1 an et demi de rétention, de détention. Ils ne méritaient pas d'être punis. Voilà, absolument. C'est bien. Néanmoins, Jocelyn Droit estime qu'il faut en tirer des leçons pour l'avenir, pour d'autres journalistes qui se rendent sur le terrain. Aussi, bien sûr. Et nous, à Reporters sans frontières, on a proposé clairement à la DGSE de monter une commission de réflexion pour savoir comment partir, aussi comment communiquer en cas de prise d'otage. Et je crois qu'il va falloir réfléchir derrière tout ça. D'accord. Ben, la réflexion, elle est lancée. Alors, je ne sais pas si Gérard Longuet, qu'on a entendu tout à l'heure, le ministre de la Défense, pêchait par optimisme, il disait que, manifestement, selon lui, il y avait une perte d'influence des talibans depuis la mort d'Oussama Ben Laden. Fabrice Cunet, vous qui revenez également de cette région, notamment de la province de Kapisa, vous avez senti quand même une tension très forte encore. Il y a une tension, mais surtout d'abord ce qu'il faut dire, c'est que sur place, on ne parle pas de talibans, on parle d'insurgés. Parce que ces insurgés sont multiples, sont très différents. Il n'y a pas que les talibans qui sont les seuls ennemis, loin de là. Et il y a une tension, c'est sûr, que particulièrement en Kapisa, ça va un peu mieux en Surrobi, qui sont les deux régions dont la France a la responsabilité. Et comment les militaires français qui se déploient, qui se glissent dans ces vallées, ressentent ça au quotidien? Il parle d'accrochage au quotidien, assez spontanément. Alors ça va du simple tir à des choses un peu plus dures. La mission peut en témoigner, puisque sur place, on a quand même fait les honneurs militaires pour les 2 derniers soldats français décédés lors d'opérations. Donc c'est des moments qui sont très durs. C'est une tension qui, je crois, est permanente pour ces militaires, particulièrement en Kapisa, je le rappelle. Vous avez pu discuter avec eux. Comment est-ce qu'ils ont ressenti l'annonce récente d'un retrait prématuré des forces, après la première décision de Barack Obama, suivie par la France? Je ne sais pas s'il y a énormément de surprises, puisque cette phase de transition, ce transfert progressif vers une autonomie de l'armée afghane est prévu. Cette annonce vient matérialiser cette transition, ce transfert progressif, mais je ne suis pas sûr qu'elle est surprise. En revanche, est-ce qu'elle inquiète? Je ne crois pas non plus. Leur mission est clairement identifiée, ce sera au moins jusqu'à 2014, et de toute façon, il faudra être présent au-delà de cette date pour accompagner l'armée afghane, pour accompagner la police afghane, ce que l'on fait déjà en les formant, en les accompagnant sur le terrain, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore autonomes. Il s'agira bien quand même, Jocelyn Droit, d'une rupture dans cette transition, s'il y a un départ massif et anticipé. C'est pas une rupture, ça a été annoncé déjà depuis longtemps. Ce qui pouvait faire discussion, c'est l'ampleur. Bon, les Américains ont retiré des troupes, ça représente 1/3 de leur contingent. C'est supérieur à ce que, je crois, anticipaient ou souhaitaient les généraux américains. Néanmoins, lorsque nous avons rencontré les généraux américains, justement, ils ont accepté le fait et ils se préparent à en tirer les conséquences. Quant à nos responsables militaires également. Oui. Et vous, le gaulliste Jocelyn Droit, est-ce que vous n'avez pas été choqué et frustré de voir que la France avait renvoyé des renforts en Afghanistan sur décision pour suivre les Américains
et qu'elle fait la chose inverse également après la décision américaine. Et c'est pas du tout. Nous avons été là-bas par solidarité avec nos alliés. S'il y a quelqu'un qui a été solidaire de ses alliés pendant la guerre, c'est le général de Gaulle. C'est justement même pour rester dans la guerre et avec des alliés qu'il a fait le geste qui a été le sien. Donc par conséquent, le gaulliste que je suis n'est absolument gêné en rien par la solidarité que nous avons témoignée avec les Américains. Il se trouve qu'il ne serait pas normal que la France ne retire pas ses troupes quand les Américains retirent les leurs, enfin les diminuent, puisque nous avons à faire face à la même situation, nous sommes dans les mêmes conditions là-bas, sauf que évidemment notre engagement n'atteint pas la même ampleur que celle des Américains. Nous c'est à peine 4000 et eux c'est plus de 100 000. Donc on voit la proportion, mais il n'y a aucun suivisme dans tout ça. Il y a l'acceptation très librement opérée par des gens qui sont des égaux. Comment est-ce que vous interprétez la nouvelle attaque aujourd'hui importante des talibans à Kaboul, dans la capitale, contre un hôtel international, c'est l'Intercontinental? Les talibans, vous savez, sont des gens qui sont des maîtres dans l'art de la propagande. Oui. Mais là, ils agissent, ils ont les moyens au cœur même d'une ville hyper sécurisée. Ils ont décidé. D'abord, une ville n'est jamais sécurisée à 100%. Vous savez, c'est rigoureusement impossible de mettre un soldat derrière chaque bâtiment ou chaque monument. Mais il est clair que leurs attentats répondent à une tactique qui est d'utiliser les supports médiatiques pour faire connaître leur action. Et surtout au moment où il y a des offensives qui sont menées par les troupes alliées contre eux, eh bien ils réagissent de cette manière pour montrer qu'ils ne sont pas par terre. Dominique Gerbeau, si je puis me permettre, excusez-moi. Il y a une double symbolique pour compléter ce que disait le président, c'est que non seulement c'est la capitale, bien sûr, mais c'est surtout une des premières zones, un des premiers secteurs qui a été rendu en quelque sorte à l'armée afghane, à la sécurité, aux forces de sécurité afghanes. Et pour les talibans, c'est très très fort de pouvoir dire vous n'êtes pas en sécurité quand la sécurité est assurée par les forces afghanes. Mais ce qu'il faut bien remarquer, que la plupart des victimes civiles qu'on constate en Afghanistan ne sont pas du tout dues, comme quelquefois le dit malheureusement le président Karzai, à des dégâts dits collatéraux, c'est-à-dire des dégâts occasionnés par les troupes de l'OTAN. Les principales victimes de tous ces attentats sont les Afghans. Dominique Gerbeau. Oui, on sait, et le président Jocelyn de Rohan le sait aussi bien que moi, puisqu'on a eu la même information, que la France était visée récemment par un attentat, que l'ambassadeur a échappé de peu à un attentat. Et on sait que les talibans voulaient faire un gros coup ces jours-ci, quoi. Donc on a eu la même information. Donc on s'attendait, et l'ambassadeur nous l'a confirmé, qu'il allait y avoir sur une ambassade, sur un ministère, un gros coup. C'est tombé sur un hôtel. Très bien. Allez, tout le monde se réjouit en tous les cas. Il y a un moment d'unité nationale. On l'a entendu dans le journal, Jocelyn de Rohan, bien sûr, pour le retour en France de nos deux confrères de France 3 qui arriveront demain matin vers 8h à l'aéroport militaire de Villacoublay. Ils sont impatiemment attendus. Voilà, et encore une fois, ils sont en très bonne santé, d'après les personnes qui ont pu les approcher. Physiquement, bien sûr. Parce que moralement, psychiquement, 1 an et demi, faudra voir. Ça va être difficile pour eux quand même. Voilà. Il va falloir être très solidaire, ne pas entrer dans de fausses polémiques. Oui. Parce que moi, je me méfie de ça. Et je serai solidaire pour dire auprès des confrères, pour leur dire qu'ils ont fait leur métier et que maintenant, il faut les laisser en paix avec leur famille. Allez, le message est passé. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk avec une page spéciale, bien sûr, sur la libération de nos otages. Tout de suite, c'est questions d'info sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir à tous et merci d'avoir suivi ce 19h, une édition spéciale aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez-nous du lundi au jeudi à 22h pour décrypter toute l'actualité du jour, tout ce qui vous a marqué, tout ce qui vous a interpellé. Nous prendrons le temps qu'il faut pour en parler avec nos invités politiques et puis nos chroniqueurs Jean-Louis Gombault et Arlette Chabot. Rendez-vous donc à 22h.